Alors il y a des écrivains pour lesquels l'incertitude n'est pas seulement un thème, comme on dit, un thème local. Il y a des écrivains pour lesquels l'incertitude est comme l'élément où baigne tout un univers romanesque. Un élément où se déploie l'art du récit, un élément où se définit l'esthétique du livre et des personnages. Un élément qui conditionne la manière d'écrire et les liens qui sont noués avec les lecteurs, hein, la manière de lire aussi. Oui, probablement. Oui, la manière dont on peut lire le livre. Et c'est le cas de Dominique Barberis, hein, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de venir dialoguer avec nous et réfléchir sur certains aspects de l'incertitude. Alors Dominique Barberis connaît bien l'école normale pour y avoir été élève. Hein, elle y est venue, elle vient très souvent travailler. Certains d'entre vous ont sans doute eu la chance de suivre ses cours de stylistique à l'UFR de langue française, à la Sorbonne, ou de participer à ces ateliers d'écriture romanesque. Alors, je n'ai pas le temps de présenter dans le détail son œuvre qui est très riche, très subtile, vraiment originale dans le paysage présent du roman. L'heure exquise, hein, Gallimard, collection L'Arpenteur en 1998, toujours chez Gallimard, Le temps des dieux en 2000, Les kangourous 2002, qui a été adapté au cinéma, Ce qui s'enfuit 2005, Quelque chose à cacher en collection blanche 2007, Beau rivage 2010, La vie en marche 2014, L'année de l'éducation sentimentale 2018, et aussi un livre plus ancien, hein, que j'aime particulièrement, La ville, 1996, aux éditions Arléa. Et tout dernièrement, aux éditions Arléa également, Un dimanche à Ville d'Avray, hein, dans la collection La Rencontre, 2019. Alors on ne peut pas parler de tous les livres, hein, de Dominique. Non, et ils ne sont pas tous quand même baignés de la même incertitude. Ouais. Et je pense qu'on va commencer par le dernier. Gagnerait à parler de Un dimanche à Ville d'Avray, hein, qui est son dernier livre, qui a eu un très bel accueil, qui a suscité un grand nombre d'articles. Et il me semble qu'il offre une matière vraiment très riche pour réfléchir ensemble sur les ressources offertes par l'incertitude, hein, à une romancière comme Dominique Barberis aujourd'hui. On posera un certain nombre de questions, hein, à quel type de motifs, de thèmes, de questions, hein, l'incertitude est-elle reliée, hein, ici, à quel mouvement du récit, à quelle dynamique du récit, à quelle esthétique romanesque, hein, plus largement, et à quelle manière d'écrire et de lire. Je pense que voilà un ensemble de questions où l'incertitude peut... On peut commencer par la manière d'écrire. Voilà, commençons par la manière d'écrire. Commençons par la manière d'écrire, puisqu'elle est, en tout cas pour Un dimanche à Ville d'Avray, mais très souvent, je dirais la plupart du temps quand même, quelle que soit la thématique des romans, fondée sur l'incertitude, puisque je pars sans savoir où je vais. Et quand il s'agit d'Un dimanche à Ville d'Avray, je me souviens très précisément que je suis partie d'une phrase, la première, dans laquelle je dis « L'autre dimanche, je suis allée voir ma sœur. Ma sœur habite à Ville d'Avray. Et je n'ai pas de sœur. Je ne connais pas spécialement Ville d'Avray. Mais ça a été la première phrase. Et ensuite, eh bien, le roman se développe, mais sur la base quand même d'une incertitude fondamentale, puisque au fond, je ne sais pas tellement ce que je vais y mettre. Mais dans ce cas précis, c'est comme ça que c'est parti. Et pour d'autres romans qui sont assez visuels finalement, ça peut être une image.
Et c'est de cette image, en tournant autour de cette image, que progressivement naît une intrigue, enfin des personnages, si tant est qu'il y ait une intrigue très dessinée dans ce que je fais, mais c'est souvent comme ça. Je pars sans plan. Sans idée préconçue. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette proposition, j'avais jamais réfléchi à l'incertitude en tant que thème chez moi. Et je me suis dit que oui, probablement, c'était quelque chose, je vivais, j'écrivais dans l'incertitude sans le savoir, sans y penser vraiment. Sans y penser vraiment. Sans y penser vraiment, ouais. Alors, on reviendra peut-être sur cette manière d'écrire. Tu as parlé d'image, et il y a un côté extrêmement, très fortement pictural, à la fois pictural et musical. Tu procèdes souvent par variation autour. Oui. Bah, la composition ensuite se fait comme ça, elle se fait par retour, par variation. C'est un travail assez lent, assez pénible, il faut le dire. C'est-à-dire parce que quand on avance comme ça, il y a des moments où on a un blocage. C'est-à-dire, voilà, on a écrit quelque chose et puis et progressivement, la structure se fait justement à partir de motifs, à partir d'échos, beaucoup plus. C'est pas une structure nécessairement très linéaire. Oui, c'est vrai. Alors, la phrase qui m'a donné l'idée qu'il fallait absolument t'inviter, c'est une phrase qu'on trouve au début du roman, sur les dimanches. Ça se passe les dimanches. Le train est reparti, c'était typiquement un dimanche, le degré de vide, d'incertitude légère, d'appréhension vague liée à l'incertitude qui caractérise un dimanche. J'avais mis mes lunettes de soleil, je me disais que malgré le beau temps, malgré ce qui subsistait de l'été, on reconnaît toujours un après-midi de dimanche. Et donc, ça revient régulièrement, le dimanche, le dimanche comme une sorte de moment propice à l'incertitude, à l'expérience de l'incertitude. Oui, alors je n'ai pas été tout à fait exacte quand j'ai parlé du début du roman, mais ce qui m'est venu d'abord, c'est un titre. Et le titre, c'était « Un dimanche à Ville d'Avray ». Ce titre lui-même, et je m'en suis aperçue après, étant la confuse réminiscence d'un film que j'avais vu très jeune, qui est un film un peu mythique dans le cinéma français, en ce sens qu'il a eu beaucoup de succès à l'étranger, pas tellement en France, un film des années 60, que le cinéaste Serge Bourguignon n'a fait qu'un film, celui-là, je crois, et que, en fait, je l'avais vu très jeune, je n'en avais que des souvenirs lointains, et après, je me suis un petit peu arrangée. Alors, ça se passe à Ville d'Avray, et c'est un film très troublant, au point même, et qu'on peut se demander d'ailleurs s'il pourrait encore être tourné aujourd'hui. C'est un film très, très ambigu, qui s'ouvre à la gare de Ville d'Avray, et qui évoque la relation très étrange d'une petite fille avec un jeune homme, un étranger qui revient de la guerre, qui est un peu et qui va la chercher à l'orphelinat où elle a été placée. C'est la première scène du roman. Alors qu'il a compris que personne n'irait la voir, et il va la chercher tous les dimanches. Et il l'emmène, voilà, et on ne sait pas ce qui va se passer. Et alors, je suppose que voilà, ça sonnait bien. Dimanche à Ville d'Avray, mais il est évident aussi que le dimanche ouvre pour moi dans le temps, et c'est un des sujets du roman, puisque ce sont deux sœurs qui se retrouvent. Dans ce que tu as lu, c'est voilà, l'une des sœurs arrive à Ville d'Avray, elle est parisienne elle-même, elle arrive à Ville d'Avray voir sa sœur qui est installée, un peu femme de médecin, qui mène une vie confortable, un peu monotone dans cette banlieue résidentielle. Et c'est vrai que c'est un dimanche, et il y en a une dont le mari est parti à un colloque, et l'autre, le mari médecin, est de garde. Et elles sont là, elles se retrouvent dans ce jardin, c'est un dimanche, on ne sait pas très bien quoi faire de soi le dimanche, il y a une espèce
voilà, d'appréhension vague, de vide aussi. C'est aussi la fin de l'été. Et c'est ce jardin comme ça à la fin de l'été. Tout le texte, au fond, baigne dans cette espèce de climat. Elles vont discuter. L'une va raconter à l'autre une histoire qui lui est arrivée. Une histoire pas très claire qui lui est arrivée. Et pendant ce temps-là, la nuit tombe. Et il y a cette espèce, oui, voilà, ce récit va remplir ce dimanche un peu vide. Mais c'est certain que le dimanche, pour moi, puis je ne suis pas la seule, hein, certainement, est une espèce de temps flottant, indéfini, qu'on ne sait pas très bien comment occuper, qui est comme ça tiré vers l'incertitude du lendemain, le lundi. Et voilà, c'est pas un hasard, hein, si ça a lieu le dimanche. Et alors, non seulement c'est un dimanche, mais elle va rencontrer sa sœur, c'est-à-dire le personnage par excellence, hein, de l'incertitude, qui est caractérisé par une forme constante d'indécision. Voilà, alors on est dans des mots qui sont, assez proches. Voisins, mais c'est vrai qu'elle est, elle est indécise. On sent que c'est un personnage un peu en retrait, elle n'est pas très sûre d'elle. C'est vrai qu'il y a une scène où elle n'est pas très à l'aise non plus avec sa sœur parisienne, parce que elle sent bien que la parisienne la considère un peu comme enfermée dans une vie ennuyeuse et bourgeoise. Elle est maladroite quand elle va chez elle. Elle ne sait pas comment s'habiller. Et elle dit à son mari, qu'est-ce que je mets? Je change de robe. Et on sent un personnage qui est toujours mal à l'aise et flottant. Oui. Et alors, le paradoxe, c'est que ça se passe à Ville-d'Avray, c'est-à-dire un monde où règnent les petites certitudes, un monde bien en ordre, où il n'y a pas de... il n'y a absolument pas de hasard, où rien ne semble pouvoir arriver. Il y a deux espaces quand même à Ville-d'Avray. C'est-à-dire il y a cette banlieue très cossue, très tranquille, très lisse aussi, où on pense que voilà, rien ne peut arriver, où la vie continue comme ça, avec le passage des saisons. Et il y a quand même des bois à côté, les étangs, les fameux étangs qui ont été peints par Corot. Il y a le bois de Fausse Repose, dont le nom en soi-même me paraissait inquiétant. Et je pense qu'il est inquiétant, parce que j'ai une amie qui habite pas très loin et qui dit qu'il s'y passe des choses un peu troubles, qu'il s'y est passé en tout cas des choses un peu troubles. Et effectivement, donc Claire-Marie, la sœur qui habite Ville-d'Avray, va raconter une histoire qui l'a progressivement déportée de son confort, enfin de sa vie tranquille, vers ces espaces, puisqu'elle va rencontrer un homme qui lui propose de se promener vers les étangs, vers le bois de Fausse Repose. Voilà, donc elle va sortir un petit peu de cet espace-là. Alors, en fait, ce qui apparaît au fil des pages, hein, depuis le début du roman, c'est que l'incertitude de Claire-Marie produit un certain malaise aussi, hein, y compris chez sa propre sœur. Oui. Elle partage beaucoup de choses, mais il y a un pouvoir corrosif de son incertitude. Oui, quand elle arrive, effectivement, quand la sœur arrive, donc ce soir d'été, quand la plus jeune sœur arrive, l'aînée sort de la maison, elle dit « j'étais en train de faire du rangement », et puis on ne sait pas très bien ce qu'elle faisait, sa fille est là, à l'étage. Il y a une espèce de... Oui, c'est un personnage, à la fois, elle est très, très affable, mais on sent qu'elle est très désarmée aussi devant le réel. Hein, c'est peut-être plutôt ça qui la caractérise. Et alors, dans ce roman, alors que l'univers des femmes et des deux sœurs est propice à un dialogue incertain, l'univers des maris, des hommes, lui, est rabattu du côté des petites certitudes. Hein. C'est un livre assez méchant avec les hommes qui ne comprennent absolument pas les incertitudes de Claire. Oui, et qui, pendant que les femmes parlent de ces incertitudes-là, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? C'est un thème d'actualité, ils font le barbecue au fond du jardin. Hein, et ils s'occupent de la viande cuite
ou saignante. Oui, alors ça, c'est un souvenir qui est évoqué, effectivement. C'est-à-dire que les deux couples se retrouvent parfois le dimanche et le Parisien, enfin le mari de l'une des sœurs, il va à contre-cœur, il s'ennuie, il ne comprend pas qu'on puisse vivre à Ville-d'Avray. Il dit à un moment, si je vivais à Ville-d'Avray, je me suiciderais. Et bon, quant à l'autre, le mari médecin, on s'aperçoit à la fin du roman qu'il ne comprend pas sa femme non plus, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu ce que sa femme avait traversé. Lui est passé là-dessus, et finalement, quand il rentre le soir, après qu'elle ait fait cette confidence, tout se reconfigure comme avant, c'est comme si rien ne s'était passé. Il ne sait rien et il ne sort pas non plus de son confort, c'est vrai. Et donc, tu écris à propos du mari, hein, c'est la sœur qui raconte ça, il a des arguments sur tout. Souvent, j'ai essayé de le lui expliquer, ce n'est pas le cas de Claire-Marie. Non qu'elle ne soit pas intelligente, elle a beaucoup lu, mais elle a tiré de ses lectures aucune théorie. Elle est restée brouillonne, rêveuse, passive. Je suis sûr que Ville-d'Avray, ces rues tranquilles et retirées, ces maisons renfoncées dans leur jardin, livrées au passage des saisons comme si elles étaient livrées au temps sans défense, ont encore accru son décalage avec la réalité. Alors là, c'est une très très belle phrase parce que il y a beaucoup de choses qui sont liées au passage des saisons, aux zones indécises entre l'automne et l'été. Entre le jour et la nuit aussi. Voilà. Parce que quand on parle de l'incertitude, pour moi, elle est très liée à la bascule du jour. Hein. C'est-à-dire, j'aime beaucoup cette expression entre chien et loup. Et je pense que l'incertitude, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est un chien ou si c'est un loup. Hein, et dans le crépuscule, qui est un très beau mot, qu'on entend beaucoup moins, il me semble. Et c'est une réflexion que je me faisais et que j'ai trouvée aussi chez la romancière Margaret Atwood, celle qui a écrit La Servante écarlate. Et il y a un texte dans lequel elle dit on n'utilise plus ce mot, crépuscule. Mais je pense qu'il est porteur de tout ça. Et dans le roman, il est porteur de tout ça. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Elle n'a pas d'opinion. C'est quelqu'un qui n'a pas une idée arrêtée sur la vie. Et j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, parce que si on parle d'autres écrivains qui me paraissent des écrivains de l'incertitude, j'ai pensé à quelqu'un comme Tchekhov, que personnellement j'aime beaucoup, et chez qui j'ai trouvé un passage d'ailleurs qui me paraît très intéressant, sur lequel il parle comme ça de personnages sans opinion. Et ça caractérise tout à fait ce qu'il est, lui, et ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Et effectivement, c'est moins confortable pour un lecteur. C'est vrai qu'il y a des lecteurs qui aiment savoir quoi penser d'un texte, savoir ce que pensent les personnages. Et bon, voilà. Mais c'est un petit peu ça, oui, qui est dit là-dedans. Et d'ailleurs, il y a une ambivalence très forte de l'incertitude, parce qu'en même temps, elle a peur du désordre. On va le voir avec la rencontre. Elle a peur de l'incertitude, et en même temps, elle a une sorte de désir d'incertitude, ou en tout cas de soumission. Elle s'y soumet, sans que ce soit voluptueux. Hein, c'est pas. Alors l'incertitude, oui, mais l'incertitude est liée à l'inquiétude, et c'est fondamentalement une inquiète. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'elle va raconter à sa sœur? Tout simplement qu'elle a rencontré quelqu'un, comme ça, une espèce d'aventure un peu comme incertaine. En fait, un jour où elle était, elle assistait son mari, et elle revoit ce type qui se présente, qui la croise comme ça un soir. Il est en voiture, elle rentre avec des courses, il lui propose de la déposer quelque part, et puis il va lui proposer finalement d'aller prendre un verre, et puis on ne sait pas très bien, il y a une espèce de tentation, elle se laisse faire, et commence une histoire où finalement elle ne va pas trop savoir où elle est entraînée. Qui est ce type, si ce qu'il lui raconte est vrai, mais il incarne une espèce d'attente vague, qui fait au fond le sujet du roman. Oui. Et alors justement, là on entre dans le récit proprement dit. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Donc là, il y a une incertitude dans le récit même, dans le récit qu'elle fait. Le lecteur ne sait pas trop s'il faut la croire. La
la sœur ne sait pas comment interpréter ce qu'elle lui dit. Voilà, et ne sait pas si ce qu'elle lui a dit est vrai. C'est-à-dire que cette espèce de... Elle raconte une espèce d'errance, des rendez-vous qui se passent souvent le soir. Il y a un moment où elle peut s'échapper et avec quelqu'un dont elle ne sait pas exactement qui il est, qui l'entraîne comme ça. Alors évidemment, c'est un peu clandestin, donc il l'entraîne dans des zones où ils sont peu susceptibles d'être vus. Et il lui raconte qu'il est hongrois, qu'il a une entreprise d'import-export, qu'il voyage. Et on sent bien qu'elle n'est pas certaine. Elle sent en lui quelqu'un de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup moins assuré que ce qu'il semble. Quelqu'un d'assez solitaire. Il lui dit qu'il est marié. Et il y a une espèce comme ça de fascination qui se crée. Et puis il va finir par lui demander de venir chez lui. Et parce que le rendez-vous ont toujours lieu dehors, dans des cafés ou dans sa voiture. Et finalement, quand elle y va, elle n'ose pas monter. Il fait nuit. C'est dans une espèce de... C'est à Versailles. Il lui donne rendez-vous dans ce qui est son lieu de travail. Et elle arrive et puis elle ne monte pas. Et elle essaie d'appeler ensuite d'une cabine. Ça se passe il y a quelques années et il n'est pas là. Personne ne répond, donc elle ne sait pas s'il était là. Et elle a peur tout à coup. Elle a une espèce de. Elle rentre chez elle la nuit. Elle se perd dans Ville d'Avray. Et voilà. Et on ne sait pas. Et finalement, sa sœur à qui elle fait ce récit, à la fois est comme contaminée par le récit lui-même parce qu'elle comprend que sa sœur, dont elle imaginait qu'elle avait une vie très ennuyeuse, etc., a eu une aventure un peu inquiétante qu'elle-même n'a pas eue. Et puis, elle finit par se demander si sa sœur est montée ou pas, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas montée, mais finalement, rien ne l'assure. Et puis voilà, et la sœur raconte que des années après, elle est retournée à cet endroit et elle a demandé s'il habitait là. Et en fait, il y a une scène où elle tombe sur un acupuncteur, un vieux type qui vit à l'étage et qui lui ferme la porte au nez. Et finalement, on ne sait pas. Ouais. Donc, plus on avance dans le récit, plus il y a un effet de boule de neige dans l'incertitude. C'est-à-dire, aux incertitudes de Claire, voilà, s'ajoute ensuite... s'ajoutent les incertitudes de l'homme qu'elle rencontre, Herman, les incertitudes du récit qu'elle fait d'Herman à sa sœur, qui se met à douter du degré de vérité. Et qui se met ensuite à douter de sa propre vie. Et la sœur, du coup, se met à douter de sa propre vie. Voilà. Donc il y a un effet de boule de neige dans l'incertitude. Qui était beaucoup plus certaine, finalement, d'une certaine forme de réussite. Ouais. Finalement, en rentrant chez elle, elle rentre à Paris, elle rentre dans son univers, et c'est vrai qu'elle se demande... On sent qu'elle est tellement troublée qu'elle se demande si sa vie... voilà. Et donc, ses valeurs ne sont pas complètement à côté. Voilà. Donc en fait, on s'attendrait à une sorte de basculement dans le romanesque. Classiquement, on sort de l'ennui et d'une incertitude première pour aller vers le romanesque. Pas du tout. Pas du tout. Herman, l'histoire avec Herman, c'est un catalyseur, en fait. Un catalyseur qui révèle des incertitudes plus profondes, des incertitudes beaucoup plus profondes qui remontent à l'enfance, à l'enfance des deux sœurs. Et donc le lecteur se met à se poser avec les deux sœurs des questions, en particulier des questions liées à un thème qu'on trouve, je crois, dans tous tes romans, qui est le thème de l'attente. Oui, qu'est-ce qu'on attend? Il y a une incertitude foncière. Qu'est-ce qu'on attend on attend de la vie? Alors, voilà. Oui, alors les sœurs attendent, comme je pense à un certain nombre de femmes, elles attendent le romanesque. Il y a un roman qui est au principe du livre aussi, qui est un peu un modèle. C'est-à-dire que quand elles sont petites, les deux sœurs
ont vu Jenner à la télévision. Elles ont été fascinées par ça. Et Herman, donc, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, le type que rencontre Claire-Marie, que prétend avoir rencontré Claire-Marie, qui a peut-être rencontré Claire-Marie, est une espèce de figure très dégradée, mais d'Herman. Hein, il est très brun, comme ça. De Rochester. Oui, de Rochester. C'est-à-dire joué par Orson Welles. Vous vous Voilà. souvenez. Il y a une espèce de... Donc on sent très bien que c'est une espèce... Il y a quelque chose, une espèce d'attente sans fond qui se greffe sur tout ce qui peut survenir dans le réel. Au fond, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un motif qui revient assez souvent dans mes romans. Hein. Une espèce et la question qui revient comme une sorte de leitmotiv, c'est qu'est-ce qu'on attend de la vie? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Oui, qu'est-ce que c'est que réussir aussi sa vie? Qu'est-ce qu'une vie ratée? Est-ce que ma vie est ratée? Oui, c'est la question que se pose la deuxième sœur quand elle rentre. Elle arrive avec elle la certitude qu'il y a une inégalité entre elles. Hein. Il y en a une qui s'est enfermée dans un confort médiocre et elle mène une vie d'intellectuelle parisienne. Et en fait, le roman retourne un peu tout ça en montrant que le personnage le plus intéressant est probablement le personnage plus incertain, qui n'a pas de réponse et qui d'ailleurs à un moment, celle qui recueille la confidence s'en souvient, sa sœur il y a des années lui a demandé est-ce que tu as le sentiment d'être heureuse, est-ce que ta vie te convient, et elle a répondu très vite oui. Et évidemment, à la fin du roman, on sent que la réponse ne serait probablement pas la même. C'est-à-dire que le doute dans lequel est la première sœur va contaminer la seconde. Et voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est justement, à travers ces questions, la manière de revoir tous les rituels de l'enfance. Les jeux à créer de l'incertitude. C'est tous ces petits jeux qui consistent à s'identifier à Rochester ou même à Thierry Lafronde dans une phase antérieure. Bah ça c'est mon enfance. Hein, plus infantile. Oui. Donc des rituels d'enfants qui sont remplis d'incertitudes. Des incertitudes qu'aucun romanesque jamais ne pourra venir combler, d'une certaine manière. Et donc on a une sorte... Mais on n'a pas d'ironie non plus. Hein. Il n'y a pas d'ironie féroce à l'égard du romanesque. On a l'impression que le romanesque est là comme... elles font ce qu'elles peuvent. Oui. Elles bricolent. Oui, voilà. Elles bricolent de l'incertitude. Voilà, elles bricolent avec une attente. Non, il n'y a pas d'ironie parce que le romanesque a une espèce de pouvoir qui aimante. Et non, il y en a même aucune. C'est-à-dire que Rochester reste une figure extrêmement séduisante et heureusement qu'il existe. Et même s'il n'est pas possible de le rencontrer dans la réalité. Voilà. C'est un peu ça. Simplement, quand elle rencontre Herman et qu'elle fait le bilan de son histoire, elle dit oui, en fait, c'était le ténébreux de service. Oui, enfin, il y en a une qui dit oui, c'est ça, le ténébreux de service. Oui. Mais un ténébreux de service vaut mieux que pas de ténébreux du tout. Et donc l'expérience fondamentale liée à l'incertitude, c'est celle de l'ennui et celle des questions sans réponse. Alors, il faut peut-être revenir sur l'ennui, parce que c'est vrai que je pense que, comment dire, l'ennui a une très grande richesse. D'abord, il a une très grande richesse dans l'enfance, parce que si on ne s'ennuyait pas, on ne lirait pas, on n'aurait pas le temps de rêver. Et l'ennui même de manière romanesque a quelque chose d'intéressant. Et c'est pas un hasard si très souvent je place mes personnages dans des lieux qui sont des lieux un peu de l'ennui, qui sont c'est pas le lieu où ça se passe. C'est pas la ville agitée, c'est la province, c'est là un quartier résidentiel. Mais je pense que ce sont les lieux où, on n'est pas distrait. On n'est pas distrait du temps. Et ce sont même les lieux où on est face, sans doute les seuls, à des questions essentielles et très angoissantes. Et il me semble que... Alors, Ville d'Avray, c'est une espèce de quintessence de la banlieue. D'abord, le nom est très beau. Il y a des noms comme ça de banlieue. Il y a une chanson, d'ailleurs, du fils de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Flûte, son nom m'échappe.
Tout m'échappe. Le fils de celui qui a écrit la première de Delerme. Voilà, il y a une chanson de Vincent Delerme qui évoque une autre ville de banlieue comme ça, qui a un nom. Et je trouve qu'il y a un pouvoir suggestif dans Ville d'Avray. Pour moi, c'est la ville de banlieue, c'est le nom lui-même. Et ça apporte avec soi, je sais pas, tout un univers qui est assez fascinant. Même la gare de Ville d'Avray est étonnante, puisqu'on ne sait même pas où elle est. D'un côté, elle ouvre, je sais pas, sur Sèvres, et de l'autre, sur une commune, et de l'autre, sur Ville d'Avray. Quand on y arrive, c'est un espace un peu étrange. On sort de la ville, progressivement, comme ça, on longe la banlieue, puis on arrive là, c'est vert. Il y a quelque chose de suspendu. Enfin, moi, je rêve beaucoup devant les paysages. Et au fond, le roman sort aussi de là, quoi, de tout ce que suggère ce paysage avec ses deux côtés. Un côté plus inquiétant et puis ce côté fascinant parce qu'il faut s'y colter. C'est-à-dire, il faut accepter de le regarder, il faut accepter peut-être de voir ce qu'il suppose de la vie. C'est-à-dire la répétition des jours, quelque chose de très installé, quelque chose que je trouve personnellement très angoissant. Alors, en fait, Dominique Barberis a un art très subtil pour jouer avec les incertitudes du lecteur lui-même. C'est-à-dire qu'on se trouve en situation d'incertitude, et je pense que tu spécules un peu sur les effets de l'incertitude sur le lecteur, un peu comme Herman spécule sur les effets de l'incertitude sur sa proie. Voilà, exactement, sur la séduction. Le lecteur est un peu ta proie, tu joues... modérément, mais c'est vrai que l'incertitude est quand même un moteur romanesque. On ne sait pas ce qui va arriver, mais le fait qu'on ne sache pas peut être aussi la cause d'une déception, in fine, puisque à la fin, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, ça peut laisser aussi au lecteur. Donc, ça peut se retourner contre moi, si j'ose dire aussi. Ouais. C'est-à-dire que le lecteur, à la fin, soit déçu de ne pas savoir ce qui s'est passé, d'avoir été manipulé dans quelque chose d'un peu trouble, sans savoir exactement ce qu'il en sort. Alors, de ce point de vue, moi, j'ai trouvé, en lisant récemment un autre de tes romans, Quelque chose à cacher, qui avait un parallèle très intéressant ou des échos très intéressants en ce qui concerne l'incertitude entre les deux romans. Alors celui-là a une trame davantage policière. Policière, oui. Voilà. Policière. Et c'est vrai que... Alors, je ne sais pas si l'incertitude est... Enfin bon, mais dans une trame policière, de toute façon, on attend de savoir quelque chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'incertitude, mais il y a... Oui, ça gravite autour d'un meurtre. Voilà, oui. Alors ce roman-là gravite autour d'un meurtre, mais... de la même manière, on tourne autour d'une maison où a eu lieu ce meurtre et le narrateur lui-même s'avère être un personnage un peu trouble, in fine, dont c'est le seul témoin qui raconte et on ne sait pas si ce qu'il raconte, effectivement, est la vérité. Voilà. Hein? Et donc, il y a une sorte d'enquête, toujours dans une ville de province, toujours la province, dans une ville bien en ordre. Une petite ville des bords de Loire, oui. Des bords de Loire. Oui, une petite ville des bords de Loire avec son crédit agricole, son restaurant étoilé ou sinon, et puis ses rues tranquilles, oui. Et puis une maison dans laquelle effectivement une femme est retrouvée assassinée. Et là aussi, cette femme fait scandale d'une certaine manière dans ce petit lieu plein de certitudes parce que c'est un ferment d'incertitude. Autour d'elle, les incertitudes se mettent à proliférer. On ne sait pas qui elle est, on ne connaît pas bien son passé. Non, il y a des choses qui se racontent parce qu'elle est élevée par une tante, donc ça laisse ouverte pas mal de possibilités. C'est une fille assez jolie et les garçons tournent autour d'elle, mais elle est avec un, puis avec un autre, elle est assez insaisissable. Et on sent que le narrateur a eu un peu, a été c'est un aussi peu tenté
cette incertitude est un principe de séduction. En voilà, c'est ça. Elle aimante un peu tous les jeunes types du coin. Elle les a aimantés quand ils étaient jeunes. Et finalement, ils sont restés là. Et le narrateur lui-même a le sentiment, c'est un peintre, mais bon, on sent qu'il est un peu médiocre. C'était le fils du médecin du coin. Il travaille au musée, il fait un peu des petites... Bon, il fait des notices au musée local. Et il a le sentiment, enfin, on peut penser qu'il a le sentiment de ne pas avoir tellement réussi sa vie. Et même, il a le sentiment que ceux qui sont autour de lui, et un jour, il voit cette fille revenir. Elle vient au musée, elle est là, et il pense qu'elle est revenue dans cette maison familiale qui est fermée. Il ne sait pas très bien pourquoi, il la reconnaît. Et tout à coup, on sent que remonte en lui une espèce à la fois de regret et aussi un peu de hargne, parce qu'à un moment, il a envie de lui dire, bah voilà, un tel qui voulait faire ci, bah, il est devenu kinésithérapeute, et puis un tel, voilà. Et chacun s'est casé, et elle, on ne sait pas très bien, elle est partie, probablement elle s'est mariée, enfin, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Il l'a croisée une ou deux fois à Paris, en compagnie d'un homme, il ne sait pas qui. Et en fait, il se trouve que le soir même, il va rôder autour de la maison, et en fait, il apparaît que c'est ce soir-là qu'elle est assassinée. Voilà. Et donc, du coup, on ne sait pas très bien quel rôle il joue dans On ne sait pas très bien quel est son rôle, parce qu'il y a un gendarme qui reconstitue les faits, qui va faire l'enquête. Donc, il y a un suspect. Il y a plusieurs possibilités. Il y a un suspect qui paraît crédible, qui a déjeuné avec la femme, dont on peut penser qu'il y a eu une espèce de règlement de compte entre eux et qu'il l'a tué. Et finalement, le gendarme va arrêter ce type-là, mais on ne sait pas très bien si le gendarme n'a pas des doutes sur le narrateur lui-même. Il ouvre des possibles comme ça, il joue un peu au chat et à la souris avec lui. Et puis en fait, il va le laisser. On ne sait pas s'il y a une forme de complicité, s'il n'y a pas derrière ça comme la compréhension de ce qu'est l'ennui dans une petite ville et de ce que tout à coup le fait de tuer pourrait apporter presque. On sent qu'il est... c'est presque comme s'il le comprenait, il lui dit ça, et puis voilà, ça se referme. Ça se referme de façon un peu énigmatique. Énigmatique, oui. Voilà, ouais. Alors... il y a évidemment aussi, alors derrière tous ces aspects, parfois un caractère à la fois très pictural. On est très proche de Corot, vous voyez bien l'univers de Corot. Parfois, il y a des références à Nerval. Et puis, et en même temps, un caractère parfois allégorique. Il y a une sorte d'allégorie discrète, avec des questions un peu métaphysiques, ou discrètement métaphysiques qui se profilent. Oui, je pense que le roman, c'est l'occasion aussi, c'est une manière de les poser ou de les traiter de manière concrète. Oui, c'est vrai. Autour de qu'est-ce qu'on attend. Oui, autour de... Parce que derrière aussi toutes ces incertitudes qui sont liées à l'intrigue, il y a aussi une fondamentale incertitude devant ce qu'est le monde. En fait, il y a ça aussi. C'est-à-dire que le paysage rentre, me semble-t-il, dans le questionnement du roman, parce que lui-même propose comme ça des espèces d'énigmes dans le paysage des bords de Loire. Il y a une centrale nucléaire qui n'est pas loin. Ça fait partie, d'une certaine manière, ça fait partie des paysages des bords de Loire, il y en a. Et elle constitue, elle aussi, une espèce de menace sourde qui est installée dans le paysage, un peu comme celle... du meurtre, en fait, comme celle de l'automne. Ça se passe à l'automne, il y a de la chasse, on entend des coups de fusil, donc tout ça crée cette espèce... Enfin, je crois que je travaille beaucoup sur le climat, et il y a dans le climat une forme d'inquiétude fondamentale. Et ça apparaît dans un très très beau texte qui s'appelle « Ceux qui s'enfuient », par exemple. Ceux qui s'enfuient, ceux qui s'enfuient, ceux qui s'enfuient. Une sorte d'obsession du passage. Et vous trouvez alors, à la fin du roman, Un dimanche à Ville d'Avray, une très belle définition de la vie, en rapport avec l'incertitude. La vie est comme une salle d'attente. Ah, j'avais oublié. Une salle d'attente. J'avais oublié. C'est l'allégorie finale qui vient sous-tendre et ramasser toutes les incertitudes du récit. Qui nous connaît vraiment?
Nous disons si peu de choses et nous mentons presque sur tout. Qui sait la vérité? Ma sœur m'avait-elle vraiment dit la vérité? Qui la saura? Qui se souviendra de nous? Avec le temps, notre cœur deviendra obscur et poussiéreux comme le cabinet du docteur Tsang. Une salle d'attente où on attendait toute sa vie. Aucun bruit de l'autre côté, aucun signe. Je sortais d'une sorte d'angoisse. Je me disais toujours, si elle s'était trompée, qui est-ce que j'attends, moi aussi? Qui pour moi est venu? J'aime beaucoup cette fin liée Oui, à... qui ramasse beaucoup de questions et qui, oui, probablement essaie, hein, c'est toujours une tentative, hein, de les exprimer de manière aussi concrète que possible. Hein. Je suis pas du tout une théoricienne, mais c'est vrai que je trouve que écrire, c'est se colter à des questions, surtout quand on écrit du roman, de la fiction, c'est essayer de se colter à des questions, comment dire, voilà, les faire surgir au fond. Mais comme si possible, comme elles se posent dans la vie. C'est-à-dire par des intuitions brutales, des sensations brutales. Je pense qu'on n'a jamais de pensée très organisée, mais le temps, l'ennui, la peur, tout ça se donne à nous dans des espèces de fulgurances, et c'est ça qu'il faut essayer d'arrêter. Et je pense que quand je construis le roman, on a parlé un peu de ce système d'écho, etc. Dans un de mes premiers romans, donc, qui s'appelle Les Kangourous, qui est aussi sur la base d'une trame policière, c'est aussi une femme qui s'imagine qu'elle a rencontré un type dangereux. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en même temps, cette femme travaille dans l'assurance. Et l'assurance, évidemment, c'est le problème du risque, c'est le problème des probabilités. Et il me semble que j'ai trouvé comme ça l'espèce de ciment du roman quand j'ai compris intuitivement qu'il y avait un lien confus entre l'assurance, le fait qu'elle travaille dans l'assurance et le fait qu'elle s'expose au risque. Voilà, si j'ose dire. Mais c'est quelque chose qui est venu dans l'après-coup. Alors, il est évident que dans tes romans, il y a aussi toute ta pratique de lectrice. Il y a des références qui t'ont marqué en matière d'incertitude. On pourrait constituer une sorte de petite bibliothèque de l'incertitude. Oui, quels seraient les de chaque écrivain, au fond. Oui, alors pour moi, j'ai parlé tout à l'heure de Tchekhov. Des nouvelles de Tchekhov qui pour moi sont absolument admirables. C'est un écrivain pour lequel j'ai une admiration infinie. Et alors en particulier ces nouvelles parce que alors c'est pas tellement qu'il y ait chez lui une thématique de l'incertitude, mais c'est que le lecteur est renvoyé à une incertitude fondamentale. Tchekhov le disait lui-même quand il parlait de son théâtre, est-ce qu'il faut en rire, est-ce qu'il faut en pleurer? Lui disait que ses pièces, c'était comique, bon, quelquefois c'est assez douloureux, mais dans certaines de ses nouvelles, alors je pensais en particulier, en relation avec ce thème-là, à une nouvelle qu'admirait beaucoup Tolstoï et qui s'appelle Douchetchka. Et dans cette nouvelle Douchetchka, à la base, c'est comique. C'est d'ailleurs terrible pour les femmes, si j'ose dire. C'est une jeune femme très douce, avec des joues bien rondes. Elle se marie successivement avec des hommes. Et alors, elle épouse d'abord un forain, quelqu'un qui s'occupe d'un parc d'attractions. Bon. Et alors, quand elle épouse ce type, elle ne s'intéresse plus qu'au parc d'attractions. Elle devient spécialiste, voilà. Et puis après, je crois qu'il meurt, et puis elle rencontre à son enterrement un marchand de bois. Et alors à ce moment-là, elle ne s'intéresse plus qu'au bois, elle devient spécialiste des stères de bois. Enfin, donc chaque fois qu'elle se marie, elle épouse totalement la cause de l'homme qu'elle a épousé. Et puis finalement, celui-là meurt aussi, et puis elle en rencontre un autre, et puis on sent bien qu'elle vieillit un peu, ça se dégrade. Et puis le dernier finit par la laisser, et lui laisse aussi l'enfant d'une autre. Et alors, elle n'a plus personne, mais alors elle se jette sur cet enfant, et à ce moment-là, elle s'intéresse à l'école, aux leçons, et elle ne parle plus que de professeur. Alors, on se dit, qui est Douchetchka? Est-ce que c'est une sotte, vraiment qui n'existe qu'à travers l'homme qu'elle épouse? Ou est-ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'à la fin, elle est là totalement dévouée? Est-ce que elle est d'une bonté
infini. Et il y a ce passage, alors justement, c'est pour ça que j'ai apporté Tchekhov, parce que ça rejoint, enfin, je l'ai trouvé comme ça en relisant la nouvelle, et Tchekhov dit ceci, c'est-à-dire quand elle n'a pas de mari, elle n'a plus d'opinion, puisque c'est son mari qui lui donne ses opinions. Et surtout, c'était le pire, elle n'avait plus d'opinion. Elle apercevait des objets autour d'elle et comprenait tout ce qui se passait alentour, mais ne pouvait se faire d'opinion sur rien et ne savait de quoi parler. Oh, que c'est affreux de ne pas avoir d'opinion. Par exemple, on voit une bouteille, ou la pluie qui tombe, ou un paysan sur sa charrette. Mais pourquoi sont-ils là, cette bouteille, la pluie, le paysan? Quels sens sont-ils? On ne pourrait le dire, même pour 1000 roubles. Du vivant de Koukine et de Poustovalov, puis du temps du vétérinaire, Olga pouvait tout expliquer et aurait exprimé un avis sur n'importe quoi. Et je trouve que ça va très loin parce qu'au fond, c'est elle qui a raison. Comment est-ce qu'on peut avoir un avis sur n'importe quoi? C'est-à-dire qu'il me semble que l'incertitude fondamentale de Douchetchka, qui n'a d'opinion sur rien, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir comme opinion sur un paysan sur sa charrette, est beaucoup plus riche que les certitudes successives de tous ses maris. Et je trouve que très souvent, comme ça, dans les nouvelles de Tchekhov, enfin, c'est pour ça qu'elles sont particulièrement belles, on ne peut absolument pas en parler, on ne peut pas les résumer, mais elles mettent le doigt, mais avec une espèce de justesse, mais déchirante, sur la réalité de la vie. Hein. Et c'est drôle, et c'est triste. Et pour moi, c'est admirable. Hein, voilà. Mais donc, on peut penser à d'autres romanciers, où on avait pensé ensemble à Jane Austen. À Jane Austen, oui, tu as parce que là, on rejoint les tu as préfacé récemment Emma, les incertitudes du jeu amoureux. Qui est l'héroïne de Austen, la plus remplie de certitudes au début du récit. Oui, c'est une marieuse. Voilà, elle est même frappée d'une sorte d'interventionnisme. Hein, ah bah oui, elle essaie de marier les gens et elle pense que les affinités qu'elle projette, ça va marcher. Et puis en fait, toutes ces certitudes s'écroulent. Voilà, elle est démentie par le réel. Et c'est même un curieux roman. On parlait tout à l'heure des probabilités. Au fond, on dirait que tous les personnages qui arrivent, les jeunes gens, étant donné, on pourrait même poser le roman de manière mathématique, hein, étant donné un certain nombre de jeunes gens, eh bien le roman envisage tous les possibles de relations amoureuses entre eux, et à la fin du roman, on arrive à la solution finale, mais avant, tout a été envisagé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de séducteur qui arrive, et alors Emma, on sent bien, elle garderait bien pour elle, mais elle va le projeter une intrigue, elle va redouter une intrigue, elle essaie de marier le vicaire du coin avec sa protégée, sans s'apercevoir que le vicaire aimerait l'épouser elle, et finalement le vicaire va en épouser une autre. Enfin, c'est une espèce de jeu qui est assez séduisant, très séduisant même, qui repose sur... voilà, les incertitudes du jeu amoureux, oui. Alors au fond, Dominique, est-ce qu'on peut conclure sans doute pas, mais d'une certaine manière, ce que montrent à la fois tes textes et ta manière de lire toute une série de textes, je pense à ton admirable essai sur le Grand Maulne. Oui, le Grand Maulne, c'est aussi un roman de l'incertitude. C'est que l'incertitude, au fond, est une ressource. Pas simplement une ressource esthétique, hein, pour faire lire le livre, tout simplement. Oui, parce que c'est un moteur quand même. Un principe de séduction, en quelque sorte, mais c'est une sorte d'hygiène. Parce que à chaque fois, dans tes romans, on a une piètre idée des certitudes. Des certitudes qui nourrissent le langage ordinaire, les formes de vie, qui nourrissent les automatismes. Et d'une certaine manière... les phrases toutes faites. J'aime beaucoup les clichés, par exemple, qui véhiculent toutes sortes de certitudes, ou alors les formules imagées aussi, qui ne veulent pas dire grand-chose, qui enferment un sens qui nous paraît évident, mais qui est pourtant... finalement très incertain. C'est le cas aussi des tautologies. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme est une femme. Alors on démonte ça en stylistique, mais en fait, quand on a dit ça, on a dit beaucoup et on n'a rien dit. Mais l'incertitude, elle est aussi dans le langage. C'est vrai. Oui, oui. Merci, on va s'arrêter merci là. Dominique pour ça.